Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, ce soir, je vous propose 3 creepypastas. On est parti. On commence avec la première creepypasta, assez connue. Elan School, l'école infernale. Située à Poland, dans le Maine, Elan School était un internat privé thérapeutique ouvert dans le cadre d'un programme de modification du comportement. C'est en 1970 que cette école aux méthodes d'éducation douteuses a été fondée par 3 hommes. Joseph Ritchie, un ancien toxicomane, Gerald Davidson, un psychiatre, et David Goldberg, leur investisseur. Joseph Ritchie décide de se baser sur le même système que l'organisation Synanon, un groupe proposant des cures de désintoxication pour les toxicomanes et les alcooliques. Leur méthode principale était d'utiliser l'humiliation et les sévices physiques pour guérir les addictions, mais avec le temps, leur organisme a été qualifié de secte aux méthodes violentes. Leur méthode particulière étant été efficace avec lui, Ritchie a voulu la reproduire. Avec le temps, l'école commence à accepter toutes sortes d'élèves, en particulier ceux qui ont des problèmes de comportement ou des maladies mentales. Mais en 1975, des journaux locaux racontent que des psychologues ayant visité Elan School y ont trouvé l'atmosphère étrange et ont lancé l'alerte, s'inquiétant qu'il s'agisse d'un programme de lavage de cerveau, dissimulé derrière la devanture d'une école. La même année, les fonctionnaires de l'État de l'Illinois ont pris la décision de faire retirer 11 enfants du programme de l'école à cause des mauvais traitements qu'ils y subissent. Mais 3 sont de nouveau scolarisés là-bas suite à des menaces de Joseph Ritchie, qui souhaitait porter plainte contre l'État pour diffamation. Grâce aux nombreux profits générés par l'école, Joseph Ritchie arrive même à s'acheter un hippodrome à Portland. De 1978 à 1979, l'école est contrôlée environ 1 fois par semaine par des médecins et par les autorités locales, mais personne n'aborde le sujet d'une éventuelle fermeture de cette dernière. Les départements de l'éducation du Maine et de New York conduisent de nombreuses enquêtes suite à l'affluence de témoignages pour des sévices, mais aucun n'aurait identifié de manquement aux règles de l'État durant les dites enquêtes. Pourtant, une journaliste qui avait décidé de faire des recherches sur le sujet a appris, après avoir pris contact avec les autorités new-yorkaises, qu'en réalité ces dernières auraient bien recensé de nombreux manquements et de nombreuses choses étranges là-bas. Ils auraient donc donné 1 semaine à l'école pour cesser toute pratique abusive si elle ne voulait pas mettre la clé sous la porte. Peut-être que les autorités du Maine auraient fait le même constat si leurs équipes n'avaient pas systématiquement prévenu l'école avant chaque contrôle. En 2001, suite au décès de Joseph Ritchie, l'école est reprise par sa veuve, Shannon Terry. Mais les choses ne s'améliorent pas pour autant. En 2002, l'école compte plus ou moins 150 pensionnaires, qui payent chacun environ 44 000 $ par an de frais de scolarité. Le procès pour meurtre de Michael Skakel fait beaucoup parler des pratiques douteuses de cet établissement. Par la suite, l'école affirme embaucher des professionnels pour mieux encadrer les thérapies des élèves. Le département de l'éducation de New York va même envoyer à Elan School des enfants ayant des problèmes d'apprentissage et des comportements pour des placements d'urgence. En 2007, il lance une enquête sur les nouvelles accusations de maltraitance et décide cette fois-ci de couper les fonds alloués à l'école. En 2009, l'école affirme avoir changé ses méthodes pédagogiques pour utiliser des méthodes moins punitives et moins strictes que l'ancienne. En 2011, les frais de scolarité sont estimés à 55 000 $ par an. En mars 2011, Elan School annonce sa fermeture programmée pour le 1er avril de la même année. Shannon Terry affirme que la fermeture est due à un déclin des inscriptions, survenu suite à une campagne de désinformation visant à salir leur réputation sur Internet. En réalité, il s'agissait d'une campagne de sensibilisation menée en ligne par un ancien étudiant d'Elan School, sous le pseudonyme de Jeff Wibbleton. Il en profite pour expliquer que là-bas, les délinquants ayant commis de véritables crimes sont une écrasante minorité. La plupart des élèves n'ont en réalité rien fait de plus que de fumer des joints ou être en conflit avec leurs parents. L'école affirme pourtant depuis son ouverture qu'elle est spécialisée dans le traitement des adolescents ayant des problèmes de comportement trop graves pour les envoyer ailleurs. Les témoignages recueillis au cours de la campagne de sensibilisation de Jeff ont permis de faire la lumière sur les traitements que les élèves de l'école doivent subir.
Là-bas, l'humiliation est explicitement considérée comme un outil thérapeutique indispensable. Chaque jour, les élèves doivent se lever à 6 heures. Un petit déjeuner rapide, puis ils vont immédiatement étudier sur le campus. Ils doivent passer leurs après-midi en thérapie et réviser leur programme scolaire de 18 heures à 22 heures. Les élèves sont classés par un système de hiérarchie stricte à la manière des écoles militaires. Les élèves les plus haut classés doivent surveiller les autres, avec pour consigne de s'adresser à eux en les insultant. La classe la plus basse est celle des shotdowns, qui sont préposés au nettoyage, et ont la ferme interdiction de porter des chaussures et des pantalons, afin que les autres élèves puissent les reconnaître facilement. Certains élèves doivent servir de sentinelles devant chaque porte de chaque bâtiment. Ceux préposés à la sécurité du campus ont l'ordre de frapper leurs camarades qui contreviennent aux règles. Régulièrement, les élèves âgés de 10 à 18 ans se font kidnapper en pleine nuit. Ils sont privés de sommeil, se font insulter et hurler dessus par d'autres étudiants plus âgés, et on leur impose de s'affronter en duel à main nue. Le recours à l'isolement est également une sanction appréciée par le personnel pédagogique. Mais certains des élèves contraints à l'isolement se font vivre par les étudiants les plus âgés, devenus complices de leurs bourreaux. Le simple fait de sourire sans l'autorisation d'un conseiller peut faire prendre le risque à un élève de subir une punition. Les appels à la famille sont effectués sous surveillance d'un conseiller, et les élèves qui refusent de cacher les aspects négatifs de l'école, qui prétendent même aux parents que leurs enfants ont le droit à des cours d'équitation et des sorties scolaires dans des réserves naturelles, sont sévèrement sanctionnés et accusés d'être des menteurs et manipulateurs. Lorsqu'un élève est puni au coin, il doit rester assis sur une chaise dans un coin de la pièce à vivre et n'a pas le droit de s'en aller sans autorisation. Un matelas est installé à côté de la chaise pour qu'il dorme, et une bassine est amenée pour qu'il y fasse ses besoins. L'élève doit se faire nourrir par les autres avec les restes de la table. D'après les témoignages, certains élèves sont déjà restés au coin durant 2 mois, avant que quelqu'un ne se décide à lever la punition. Si un élève commet une entorse au règlement jugé trop grave, il est envoyé sur le ring, c'est-à-dire qu'il est placé dans un cercle au milieu de ses camarades de classe, équipé de gants de boxe, et que ces derniers doivent le frapper à tour de rôle durant des rounds d'1 minute. Et cela, jusqu'à ce qu'un conseiller estime que la punition est suffisante. Si un élève tente de s'enfuir, la police n'est contactée seulement en dernier recours, l'école préférant s'occuper elle-même des fuyards. Plusieurs d'entre eux ont été retrouvés morts après leur fuite, dont une élève assassinée par un chauffeur routier. Aujourd'hui, heureusement, Elan School n'existe plus, mais de nombreux anciens élèves sont traumatisés par leur passé et souffrent de stress post-traumatique à cause des mauvais traitements de cet enfer. L'un d'eux a même pris la décision de raconter son histoire dans un webtoon qu'il a écrit et dessiné lui-même. Passons à la deuxième creepypasta. Ne regarde pas dehors. Ces derniers temps, je vis dans ma caravane, sur mon terrain acheté récemment. Le but est de construire une maison sur ces 2 hectares vacants. Mais la météo n'est pas au rendez-vous. Je suis dans la campagne du Nevada, où les conditions météorologiques mettent souvent des bâtons dans les roues aux agences du BTP. Entre le vent qui souffle à 80 km/h et la neige, l'hiver n'est pas la saison idéale pour construire. En attendant, j'ai ma caravane et un générateur pour me garder au chaud durant les mois les plus froids. Honnêtement, je m'y sens bien. Le vent tumultueux et la pluie battante sur le toit d'aluminium donnent une touche d'ASMR à l'ambiance. Les sons thérapeutiques de la nature m'aident habituellement à m'endormir. Mais ce soir, c'est différent. Le temps était à la fine pluie et au vent modéré. Mais le silence tombait avant que je ne puisse m'endormir. J'entends le chien de troupeau du voisin d'en face aboyer après ses moutons. Je me tourne et me retourne dans mon lit, mais rien n'y fait. Les aboiements incessants m'empêchent de dormir et me voilà frustré. Je sais bien que ce chien fait ce pourquoi il a été dressé, mais si je veux être à l'heure demain matin, il faut que je dorme. Les glapissements sont étouffés. Le chien ne semble pas pressé, et il aboie de plus en plus comme un vieil homme qui tousse. Ses jappements sont graves et se répètent toutes les 3 secondes. Je l'imagine mordre les pattes des moutons, afin de les diriger là où ils doivent aller. Enfin, les aboiements cessent, et j'arrive finalement à m'assoupir. Je me réveille à nouveau, mais pas à cause de mon alarme. Malheureusement, le même vieux chien de troupeau s'est de nouveau mis à aboyer. Mon téléphone indique 4 heures. Bien, je dois de toute façon me lever dans 1 heure pour le travail, alors c'est inutile d'essayer de se rendormir. Je me lève et je commence à faire un café.
J'écoute le rythme des jappements. On dirait qu'il déteste faire son travail. Tout pareil, l'ami. J'allume la télé et mets un petit film tranquille sur Netflix pour couvrir les bruits du chien. Ces jappements deviennent alors plus forts, comme s'il connaissait ma volonté de l'ignorer. Je roule des yeux et je jure. Ça commence à faire beaucoup là. J'ouvre ma fenêtre et je lui hurle. La ferme! Avant que je ne puisse fermer la fenêtre, je remarque quelque chose. C'est une petite chose, mais une chose tout de même. Les aboiements semblent plus urgents maintenant. Le chien a l'air alarmé. Et au lieu de l'habituel tout qu'il produisait, il fait des sons paniqués, comme s'il voulait mordre. Il est dos au troupeau, et j'essaie de comprendre ce que je vois à travers la brume du matin et l'absence de lumière. Dans le champ à l'herbe inégale et aux grains dispersés, il y a une silhouette, accroupie derrière une boîte de foin à moitié mangée. Le chien et les moutons sont à l'autre bout du champ, dans un coin, incertains de la nature de ce qui est entré dans leur terrain. Je tente d'y voir plus clair, mais entre le ballot de paille qui cache tout et l'obscurité ambiante, mes yeux refusent de s'ajuster. Anxieux, mon cœur bat la chamade. Depuis tout ce temps, c'est contre ça que le chien a aboyé. 7 personnes? Est-ce une personne? Ça ne peut être que ça. De ce que je peux voir, ça a une tête très ronde, un long cou et des épaules. Une personne donc, pas vrai? Avant longtemps, je ferme la fenêtre. Je sais que les fermiers se lèvent tôt, alors peut-être que la silhouette que j'ai vue était la leur, et qu'ils répandent les grains pour leurs moutons. Ou peut-être ce sont des enfants qui se sont cachés en me voyant, embarrassés d'être pris la main dans le sac. J'essaie de rester le plus réaliste possible. Je m'assieds dans le silence quasi complet, essayant de me convaincre que quoi que ce fût, c'était humain. Peut-être que c'était un intrus, et c'est pour ça que le chien était si désemparé. Est-ce que je devrais appeler la police? Mais et si c'était juste le fermier? Non, je pense que je dramatise la situation. Je vais juste regarder à nouveau pour être sûr que la silhouette était bien celle d'un des propriétaires. Je refuse de laisser mon esprit s'égarer plus longtemps. Il faut juste que je trouve le courage d'entrouvrir à nouveau la fenêtre et de regarder dehors. J'ai honte de dire que j'ai eu l'impression qu'une heure est passée avant que je ne rassemble mon courage. Je pense que la chose qui m'a le plus aidé à rassembler le dit courage est le silence du chien. Je sais que j'aurais dû faire quelque chose avant, mais le réconfort de savoir que le chien ne voit plus de menace est ce qui m'a finalement déterminé à agir. J'entrouvre la fenêtre et je regarde dehors. Il fait un peu plus jour maintenant. Le soleil teintant le ciel d'orange et de rose. Le champ est vide. Quel soulagement. Les seules choses que je vois au milieu de l'enclos, ce sont les moutons et le chien. Bien. Maintenant, je peux aller au boulot et oublier tout ce qui vient de se passer. Et c'est exactement ce que je fais. Le travail était ennuyant, comme d'habitude. J'ai rarement pensé au chien ou à la personne que j'ai vue le matin même. C'est plus facile de se convaincre de ce qui s'est passé avec du recul. J'ai jeté un œil dehors et j'ai vu une forme, c'est tout. Pas un monstre de la nuit, pas un tueur qui tend une embuscade. J'ai simplement vu une forme. Et je ne sais même pas vraiment ce que j'ai vu. Ça pourrait être juste rien, une ombre dans le champ. Voilà, c'est l'histoire que je me fais. Ce n'était rien, et rien n'est arrivé. En entrant sur ma voie privée, je jette un œil en direction du champ. J'esquisse un sourire en voyant les moutons brouter et le chien s'allonger tranquillement contre un piquet de la clôture. J'étais vraiment bête ce matin. Je suis un homme, un adulte, et j'ai laissé l'aboiement d'un petit chien me terrifier pour rien tout compte fait. J'entre dans ma caravane et je me fais cuire des nouilles instantanées pour le dîner et me prépare une tasse de thé sucré. Ce n'est pas un repas 5 étoiles, mais vu mon manque de sommeil à cause de cette nuit, c'est le mieux que je puisse faire. Je mange mes nouilles, je bois mon thé et je regarde une série sans voir le temps passer. Le soleil se couche. Je commence à me sentir anxieux. Qu'est-ce que je fais si j'entends encore des aboiements? Et si cette chose était encore là ce soir? J'essaie de rationaliser et je ris jaune, mais la peur est plus grande que la logique. Alors que la lune monte dans le ciel, la panique me monte à la tête. Je décide de dormir sur le canapé dépliable dans le semblant de salon de ma caravane. Comme ça, au moins, j'aurai la lumière et le son de ma télévision pour camoufler quelconque son venant d'au dehors. Je fais mon lit et je mets à la télé une série que j'ai déjà vue 1 million de fois. Et je me laisse m'endormir. Au réveil, je me sens paniquée. Le genre de panique qui t'indique que quelqu'un se tient à quelques centimètres de ton visage, te regarde, attend. La télévision est éteinte. L'habitacle est dans le noir.
une obscurité inquiétante. Je m'assieds et je scanne les alentours pendant que mes poumons se battent pour respirer de l'air qui, d'une certaine façon, me manque. J'analyse tout de la cuisine jusqu'au futon. Rien. Je me détends un peu et je me lève pour remettre ma série. Ce faisant, je vérifie que la porte ainsi que les fenêtres soient toujours bien fermées. J'ai honte de dire qu'une fois devant les fenêtres, j'ai détourné les yeux juste pour éviter toute chance de tomber nez à nez avec quelque chose que je ne veux pas voir. Mais au dehors de la dernière fenêtre, celle proche du futon, quelque chose a attiré mon regard. C'était rapide, vif, au point où je doutais de son existence. Mais je pense avoir vu quelque chose m'épier, caché derrière l'arbre dans mon jardin. Je ne l'ai pas bien vu, mais ça avait une tête anormalement ronde et 2 yeux brillants. Je descends d'un coup sec le rideau de la fenêtre et je me rallonge, avec une fois encore un poids sur la poitrine. Je n'ai rien vu, me dis-je. Ton esprit te joue des tours quand tu paniques. Je fais de mon mieux pour me concentrer sur la télé, mais je sens comme une démangeaison dans un coin de ma tête. J'entends ma propre petite voix paniquer. Ça s'est rapproché. Ce n'est plus de l'autre côté de la route. C'est là, après nous. Qu'est-ce que ça veut de moi? Est-ce que ça va essayer d'entrer? La panique se calme peu à peu alors que je me convainc que ce que j'ai vu n'était que ma propre réflexion, ou mon ombre. J'ai décidé que c'était ça, et rien d'autre. On ne me reprendra pas à regarder dehors, juste au cas où. Je commence à m'endormir, rêvant de regards brillants et de vents hurlants. Quand je me réveille, tout semble être revenu à la normale. Je me fais un café et mange un donut. Je fais en sorte de préparer ma journée, et quand j'arrive au travail, je fais en sorte d'être un employé. Ce n'est pas vraiment une mauvaise journée, mais j'ai juste l'impression d'être en autopilote. Je blâme le manque de sommeil. Aujourd'hui, c'est vendredi, ce qui veut dire que je serai chez moi pendant 2 jours. J'ai peur de devenir cinglé sans le boulot pour me distraire de ces yeux brillants que j'essaie d'ignorer et que je n'ai pas vus. Enfin, j'essaie de me convaincre que je ne les ai pas vus. Je suis de retour chez moi une fois de plus, et je mets un pull. J'allume la télé et me fais un thé chaud. Je ne mange pas au dîner. Mon estomac s'agite comme si j'attendais l'inévitable. Mes yeux se fixent çà et là dans ma caravane, prêts à voir quoi que ce soit bouger. Mes oreilles sont attentives à tout bruit. Me détendre ne semble pas être une possibilité. Je ne m'allonge même pas. À la place, je m'assieds au pied du futon et je regarde la télé avec des yeux rouges, injectés de sang. Après plus ou moins 2 heures d'absolument rien, je décide de m'allonger et de me détendre, juste un peu. Je ne peux pas dormir, le sommeil n'est pas une option. Même si j'étais fatigué, ce qui n'est pas le cas, la peur dans ma poitrine m'en empêcherait. Il est à peu près 2 heures du matin quand je l'entends. Un coup discret à ma porte. Mon regard se fixe sur la porte de la caravane, si bien que je pourrais lancer des lasers avec mes yeux, touchant ce qui peut se tenir derrière la porte. J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir ce qui se passe après ça. Je me redresse et j'attends. Un autre coup subtil, semblable, vient de la fenêtre à côté de moi. Ma tête se tourne rapidement alors que je bondis hors du canapé. Debout, je fixe la fenêtre. J'attends. Ça toque encore. 3 fois cette fois. C'est comme si quelqu'un cherchait volontairement à attirer mon attention. Cette fois, ça vient de nouveau de la porte. Ce qui veut dire que le bruit venait de la fenêtre ne pouvait pas être une branche d'arbre, ou quelque chose de plus rationnel. Les coups se sont transformés en tambourinements. Des coups puissants qui me prient d'ouvrir la porte. Je refuse. C'est là que j'entends autre chose. Un petit rire. Silencieux. Presque comme un gargouillis. Comme si quelqu'un essayait de rire avec la bouche pleine d'eau. Là, je suis couvert de sueur et je tremble. Je ne peux m'arrêter. Je suis exténué et terrifié. Je ne pense plus rationnellement. « Laisse-moi tranquille !» Pendant un moment, rien ne se passe. C'est silencieux. Presque trop silencieux. J'attrape mon portable pour appeler la police, mais avant que je ne puisse le faire, la caravane se met à s'agiter. Je ferme les yeux rapidement quand j'entends le rideau de la fenêtre se lever d'un coup sec. Je ne peux pas regarder dehors. Je ne peux pas regarder dehors. Je ne peux pas regarder dehors. Je me berce d'avant en arrière, me murmurant un semblant de rappel. Les minutes s'écoulent et vient la tentation. Je ne sais pas ce qu'est le cerveau humain, mais dès que tu te dis de ne pas faire quelque chose, le besoin de le faire quand même l'emporte sur ton esprit. J'entrouvre à peine les yeux. Je dois fermer le rideau. C'est ce que je me dis tout bas.
Mais j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir s'il y avait vraiment quelque chose ou si je deviens juste fou. Je compte jusqu'à 3 et j'ouvre les yeux. Je veux crier en voyant la chose devant moi, mais rien ne sort de ma gorge. De l'autre côté de la fenêtre se tient la créature la plus terrifiante que je n'ai jamais vue. La tête est si ronde et lisse, les yeux sont si jaunes métalliques, reflétant toute la lumière de ma caravane. Son cou fin semble si peu proportionnel pour la tête qu'il porte. Le nez est juste un trou en forme de U. Et la bouche, Seigneur, la bouche. La chose a 3 fois le nombre normal de dents, qui pourtant semble humaine. Son sourire est si grand qu'il s'étend sur la majorité du visage de ce truc. Toutes les dents sont visibles derrière ce sourire. Et ça me regarde, et ça sourit. Je ne bouge pas. Je me glace comme un chevreuil devant des phares. Mais j'entends mon cerveau qui crie à mes jambes de bouger, de courir, de faire quoi que ce soit d'autre que de rester là à laisser cette chose me voir. Mais elle m'a déjà vue. Elle approche lentement sa tête. Avant que je ne puisse réagir, elle se cogne contre la fenêtre. Et elle recommence, encore et encore. Elle essaie d'entrer. Ma peur se transforme en action. Enfin. J'attrape mon vieux revolver qui traînait sur mon meuble de télé et je charge 3 balles. Sans y réfléchir, je sors en vitesse et je lui fais face. « Laisse-moi tranquille !» hurlai-je. La chose se détourne lentement de la caravane pour se tourner vers moi, souriant toujours. Un liquide semblable à du goudron coule de son front. Avec mon arme, je vise et je tire. La chose tombe dans un bruit sourd. Un flot de soulagement se déverse sur moi. Sans hésiter, je tire 2 fois de plus pour m'assurer que ce truc est mort. J'ai presque envie de rire. C'est fait, c'est enfin fini. Je cherche mon portable pour appeler la police et leur dire que j'ai tué cette chose sur ma propriété. Je réalise assez vite que j'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Je fais volte-face pour entrer, mais ce faisant, je vois une multitude de petites lumières apparaître autour de ma caravane. Je m'avance, revolver en main, pour voir ce que ces lumières pourraient être. En m'approchant, je discerne une tête très ronde et un cou très fin. Ce ne sont pas des lumières. Ce sont des centaines d'yeux, reflétant la lumière vers moi, me fixant. Je fonce jusqu'à ma porte d'entrée, mais à travers la fenêtre, je remarque que 3 d'entre eux sont déjà entrés. Ils se tiennent là, me sourient. Je tombe à genoux et je sens quelque chose sur mon épaule. Je regarde. C'est une main. Une main avec de longs doigts osseux et de longs ongles. Je sais que je ne peux plus courir. Je pense qu'ils sont partout autour de moi. Je sens les ongles se planter dans ma peau et je laisse échapper un cri. Je n'aurais vraiment pas dû regarder dehors. On passe maintenant à la 3e creepypasta. Au pied de mon lit. Il y a une personne debout au pied de mon lit. Chaque soir, depuis une semaine, au moment où mes paupières s'alourdissent et où je sombre dans l'inconscience, il sort. Ses mains saisissent la balustrade métallique et s'élèvent à 1 centimètre à la fois vers mon lit. Il regarde d'abord en direction de ma tête. La sienne est noire et centrée. Il possède une paire d'yeux bleus cobalt, placés là où devraient être ses sourcils. Ensuite, sortent ses épaules, puis sa poitrine, jusqu'à ce qu'il soit bien droit. Il ressemble à un magasin de mannequins, asexué, désarticulé. Je sais que je dors, mais mes yeux sont ouverts et je le vois. Mais je ne peux pas me résoudre à lui parler ou à tendre la main. L'homme maigre reste là, les yeux rivés aux miens, à attendre au pied de mon lit, avec sa respiration irrégulière. Lundi, l'homme maigre a approché de moi une main fine avec de longs doigts et a retiré les draps qui recouvraient mes jambes. Il a passé ses doigts sur mes talons et sur la plante de mes pieds, laissant de longues traînées rouges qui ont taché mon lit. Cela ressemble à un cauchemar, du genre dont on ne peut pas se sortir. Mardi, je l'ai aperçu dans le miroir de ma chambre. Son dos était identique à son devant. Ses yeux bleu cobalt trouvèrent les miens dans la pièce sombre et les fixèrent pendant que je dormais. Il a fini par s'approcher et a passé ses doigts sur mes jambes jusqu'à mes ongles de pied, les grattant avec insistance. J'ai toujours mal le matin. Il y a tout le temps du sang sur mes draps et des blessures sur ma peau. Il adore les miroirs, je le sais. Il aime se regarder lorsqu'il sort de sous mon lit. Mercredi, il s'est simplement levé et a regardé son propre reflet, comme s'il en était amoureux. Son front, cependant, son front est resté fixé face à moi à cause du reflet. Jeudi, ses yeux ont bougé. Ils se sont déplacés sur son visage jusqu'à ce qu'ils soient placés juste au bon endroit.
Une fois cela fait, il a glissé dans le lit sous les couvertures et il s'est allongé à côté de moi. Ce que je pouvais sentir lorsque ma main effleurait sa peau me faisait penser à des légumes pourris dans un tiroir de frigo. Vendredi matin, il était parti. Mes pieds étaient abîmés. Le simple fait d'essayer de me lever me donnait l'impression qu'une douzaine d'aiguilles traversaient ma peau. Je l'ai vu dans la fleque que j'avais faite sur le sol. Ne me demandez pas comment je pourrais le savoir, mais il avait l'air de sourire. Je suis allée consulter un médecin à ce sujet. Il m'a envoyé voir un psy. Je me suis déjà touchée 3 fois, mais j'ai toujours l'impression de sentir le contact de sa peau sur la mienne. Vendredi soir, il s'est penché sur moi pendant que je dormais. Il a l'air heureux maintenant. Sa silhouette est un peu plus ronde au niveau de la taille, comme la mienne. Samedi matin, j'ai raté le rendez-vous avec le psy. C'est difficile d'écrire ce témoignage maintenant qu'il est dans le reflet de mon ordinateur. Il passe ses doigts sur le dos de mes mains, le long de mes bras et jusqu'à mes épaules. Je ne vois pas très bien les lettres sur le clavier à cause du sang. Mes yeux me font mal. Son reflet s'estompe maintenant, mais au grincement du parquet dans la pièce voisine, je sais qu'il est parti dans le lit. Ne me demandez pas comment je le sais, mais c'est son lit maintenant. Demain, je le verrai même dans mon rétroviseur. Lundi prochain, je serai celui qui se tiendra derrière lui, alors qu'il regardera son reflet dans le miroir des toilettes. Je regarde mon reflet à présent, et mes yeux sont devenus bleu cobalt. Voilà, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne année 2024, qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine.